Bonjour mes amis, je suis sorti tôt ce matin et puis j'arrive pas à rentrer chez moi parce que je suis encerclé d'embouteillages. Donc j'ai décidé de rester dans ce parking à attendre. Je préfère rester ici, faire une petite vidéo et tout et rentrer plus tard. Alors il y a cette semaine une déclaration de Madame Zineb Razoui. Pardon si je prononce incorrectement, n'ayant pas la télévision, vous savez, donc je ne sais pas comment un certain nombre de noms se prononcent. Alors, elle a fait une déclaration un peu fracassante. Elle a dit que les forces de l'ordre devraient tirer sur donc ces racailles qui ont brûlé, entre autres, le cirque l'autre jour, à balles réelles. Alors, le tout Paris, bien sûr, est extrêmement choqué. Je ne sais pas si le tout Paris est choqué, par contre, dans cette déclaration, par le mot balle, ou s'il n'est pas choqué par le mot réel. Parce que je sais que beaucoup dans l'establishment parisien ont un problème avec le réel, parfois plus avec le réel qu'avec les balles, parce que des balles ont tué, ont déchiqueté beaucoup de gens dans Paris. Et puis il y a énormément aussi de crimes en France tous les jours, des gens font face à cette haine quand ils se font massacrer par des couteaux réels, par exemple, suite à des regards, des cigarettes refusées, ou que la personne ne fume plus, ou autre. Enfin, vous savez, je vais vous dire un truc. J'ai discuté avec beaucoup de militaires, de flics et tout ça, et quand il s'agit de règles d'engagement, il y a énormément de philosophie. On ne peut pas dire il faut tirer à balles réelles ou autre dans telle ou telle circonstance quand on n'est pas du métier. Les gens qui font ce métier sont sur le terrain, ils savent apporter, en tout cas je suis très content qu'en Europe nous ayons cela, ils savent apporter une réponse graduée et proportionnelle, on va dire, à la menace qu'ils ont en face. Madame El Razoui, elle a du maintien de l'ordre, des conceptions extrêmement américaines. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, la même histoire de ce chapiteau brûlé aurait fini avec facilement, je dis facilement, une vingtaine de morts côté manifestants, comme on dit, hein, selon un bilan officiel provisoire. Moi, je suis pas du métier. Je ne sais pas à quel moment les forces de l'ordre utilisent leurs armes. Je n'ai pas la moindre idée. En tout cas, moi, ma philosophie sur ces choses-là, c'est il faut toujours défourailler le premier, quoi. Mais le truc avec la France, c'est que beaucoup de gens vivent dans le déni. Madame El Razoui, je pense, je ne sais pas si elle a vécu dans le déni avant, je ne connais pas vraiment son histoire, mais je sais qu'elle a échappé à l'attentat de Charlie Hebdo. Je vous le rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là, pour ceux qui n'étaient pas nés à cette époque, suite à une affaire de caricature, n'est-ce pas, des caricatures du prophète des musulmans, lequel est caricaturé de manière extrêmement libérale dans les textes musulmans eux-mêmes. Mais cela dit, l'histoire avait commencé au Danemark, et puis certains journaux ont décidé donc de reproduire ces caricatures, dont Charlie Hebdo, et ça s'est terminé avec le massacre que vous savez. Elle, à ce moment-là, elle était au Maroc, et donc elle a échappé à ce massacre. Et je pense que ses collègues ont été tués et tout. Et je pense que c'est ceci qui a créé chez elle peut-être un rapport différent que vous et moi nous pouvons avoir aux armes et aux coups de feu et aux massacres et aux tueries et tout ça, parce que elle a survécu à cela, c'est une survivante. Et je pense dans son discours, moi j'ai regardé quelques images d'elle. C'est vrai qu'il y a un côté PTSD. Elle est un peu PTSD hein, quand elle parle. Hein. Par rapport à ces choses-là, il y a un côté stress post-traumatique. Donc je comprends qu'elle puisse en arriver assez rapidement à des expressions ou à des images extrêmement fortes. Hein. C'est normal. Personnellement, je pense que cette histoire de chapiteau qui a brûlé, ce cirque qui a brûlé, même si c'est un acte extrêmement détestable, il y a eu beaucoup de violence ce soir-là.
Je pense qu'il tombe en deçà de ce qu'il faut pour ouvrir le feu. Par contre, je sais que je m'inquiète personnellement qu'un jour, ouvrir le feu les uns sur les autres devienne la norme en France. Euh, c'est ce que certains expriment sous la terminologie, on va dire, guerre civile, qui a été utilisée très récemment par Macron, entre autres. Donc, c'est quelqu'un qui est au sommet de l'État, qui a peut-être une vision euh, qu'on cache à des gens comme vous et moi. Nous sommes obligés d'inférer, nous sommes obligés d'observer un certain nombre de news et tout ça, puis essayer de recomposer un puzzle que certains n'ont pas envie qu'on voit. Mais je suis inquiet depuis très longtemps par rapport à ces choses-là, parce que mais il y a un tel déni en France que j'ai l'impression que lorsque la guerre civile française commencera, longtemps après qu'elle ait commencé, beaucoup de gens seraient encore dans les dénis et ne penseraient pas qu'elle a déjà commencé dans le passé. Je vous rappelle un truc, un détail de l'histoire, un détail sans jeu de mots bien sûr. Lorsque le débarquement de Normandie du 6 juin 1944 a eu lieu, il a été précédé par un certain nombre d'opérations de mystification de la part des Alliés pour tromper les nazis, les tromper sur le lieu et le jour du débarquement. Ces opérations de mystification avaient tellement bien marché que longtemps après que le débarquement eut commencé, beaucoup de gens dans l'hiérarchie des nazis ne croyaient pas qu'il avait commencé et pensaient que si il devait avoir lieu, c'est quelque chose qui aurait eu lieu dans le futur. D'accord ? Il n'y croyait pas à ce point. Alors que l'essentiel des dispositifs alliés était en train de parcourir à toute vitesse les routes françaises, beaucoup de nazis, et non des moindres, disaient que c'est pas vrai, que c'est juste une opération de mystification le 6 juin 1944 et on va voir le vrai débarquement bientôt. D'accord ? Jusqu'à ce qu'ils aient eu les troupes, l'essentiel des troupes américaines et canadiennes et autres sous leurs fenêtres. Hein. Là, c'était un peu trop tard. De sorte que ce que je cherche à vous dire, c'est le danger. Le danger, c'est la vision en tunnel. Hein. Les Allemands, dans ce cas-là du débarquement, avaient une vision en tunnel parce qu'il y a des choses qu'ils n'avaient pas envie de voir, parce qu'ils n'étaient pas prêts, à faire face à un débarquement d'une telle ampleur. Ils auraient pu y faire face s'ils avaient su l'heure, le jour, le lieu. Ils auraient tout concentré en un seul endroit. Ils auraient pu repousser un débarquement. Mais comme dit la Bible, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Donc ils faisaient quoi ? Ils étaient enfermés dans une vision en tunnel. Je ne peux pas y faire face, donc ça ne va jamais arriver. C'est un petit peu comme ce que nous sommes en train de vivre en France. Puisque cette éventualité, on ne pourra pas y faire face, alors on essaie de voir ailleurs, on essaie de se dire ça ne va pas arriver. Il y a cela, plus il y a beaucoup de gens, en France et ailleurs, qui ont un problème de continuité mentale. On part toujours du principe que notre expérience mentale est un fil continu. En réalité, elle n'est pas si continue que cela. Elle est interrompue par des trous de mémoire. Il y a beaucoup de gens qui oublient déjà le passé, qui oublient les expériences amères du passé. Et je ne parle même pas, je suis même pas en train de redescendre à 44, je suis en train de parler juste les dernières années, les attaques qu'il y a eu, le terrorisme qui a frappé la France et tout ça. Et il semble que celui-ci a déjà été éliminé de l'équation et on a aujourd'hui la France qui est un pays qui va envoyer des jets privés chercher des djihadistes et leurs familles depuis des zones comme la Syrie et l'Irak. Okay. Enfin, c'est terrible cette histoire. C'est terrible cette histoire, mais Madame El Razoui avait commenté, je pense, sur de façon qui ne peut être que maladroite, puisque elle-même ne fait pas partie des forces de l'ordre et n'a pas l'expérience de terrain, n'a pas l'entraînement de terrain. Je vous dis, j'ai des amis militaires ou autres
dont certains sont engagés sur beaucoup de fronts extrêmement chauds. Et quand ils parlent de règles d'engagement, moi je les écoute, hein, c'est tout. Je peux poser des questions, mais c'est pas à moi, il m'appartient pas de dire où et quand il faut ouvrir le feu sur qui que ce soit. Hein, c'est en particulier aujourd'hui. Hein, vous savez, nous vivons dans une époque où honnêtement, la définition du dictionnaire. Je prends un dictionnaire aujourd'hui, hein, je vous ramène un Larousse, un Robert, ce que vous voulez. Et je vous lis la définition d'homme et de femme, et là je la diffuse en ligne, elle peut tomber sur le coup de la loi. La définition du dictionnaire d'homme et de femme. Okay, tu peux te faire arrêter pour crime de haine si tu fais ça. Je te défie, prends le Robert, va lire la définition d'homme et de femme dans la rue. Tu vas voir, tu tiendras pas très longtemps. Okay, donc c'est vrai que des fois, des évidences sont dites, mais nous sommes dans un monde qui vit dans le dogme, il vit dans une expérience mentale qui n'a rien à voir avec la factualité, qui ne recoupe jamais ce qui se passe dans la réalité. Mais enfin, mais c'est pas eux qui payent. Hein. Je vais vous donner un dernier exemple pour la route, hein, et après je partirai. Je parlais à quelqu'un ce matin qui m'a dit que près de chez lui, il y avait un centre de vacances qui était utilisé par des comités d'entreprise, qui était utilisé pour envoyer des enfants d'ouvriers, pour envoyer des gens qui étaient à l'aide sociale et autres, pour permettre à des enfants qui normalement ne partent pas en vacances de partir en vacances. Ce centre a été utilisé pour loger des migrants. 27 familles de migrants ou 30 familles de migrants, constituées, n'est-ce pas, de 90 hommes. Mais c'est des familles, parce que tu ne peux pas savoir. Parce que si ça se trouve, toi tu vois 90 hommes en termes d'expression de genre, mais si ça se trouve, une partie d'entre eux sont quand même des femmes, contrairement à ce que tu peux croire ou voir à travers un œil réactionnaire. Et donc, ils forment des familles tout à fait normales, et puis le reste, c'est des enfants. Même s'ils ont l'air d'avoir 30 ans, ça se trouve, c'est des ados. À moins qu'ils aient une identification d'âge qui est inférieure à leur expression d'âge. Voilà, donc 90 mecs, n'est-ce pas, peuvent tout à fait former 30 familles. Hein. Je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient pas. Et en fait, ces familles-là ont donc saccagé le centre, n'est-ce pas? Ils ont tout détruit. Et moyennant cela, ça a empêché les enfants qui d'habitude pouvaient venir en vacances dans ce centre-là, ça les a empêchés donc de venir. J'aimerais que vous constatiez quelque chose dans toute l'histoire. Les enfants de qui n'ont pas pu venir? Les enfants de qui? C'est pas les enfants des acteurs, c'est pas les enfants des chanteurs, c'est pas les enfants des célébrités, c'est pas les enfants des politiques. Ceux-là, ils vont pas dans des centres de vacances sociaux, n'est-ce pas? Ceux-là, ils vont avec leurs copains et tout ça dans des endroits extrêmement chers, extrêmement sélects et tout. Et une bonne partie même de ceux que je viens de citer partiraient avec vos propres deniers à la base. Hein. Et donc, ça prive qui? Vous voyez qui donne les leçons? Qui arrive à la télé donner des leçons? Hein. Des nantis, des privilégiés viennent donner des leçons d'accueil de l'autre. À qui? À des gens dont les enfants ne pourraient même pas partir en vacances si ce n'était pas l'État qui leur ouvrirait un centre de vacances sociales. Okay, et puis, à vouloir écouter donc ces donneurs de leçons, c'est pas toujours les mêmes qui payent. Hein. Donc lui, il te parle de mixité sociale alors que ses enfants vont dans des écoles privées. Il te parle de préserver la planète et de manger des cafards alors que lui voyage en jet privé. D'accord, il oublie son téléphone portable, il envoie un Boeing littéralement capable de transporter 200 personnes le chercher. Ok, c'est ça. Mais c'est pas ceux qui parlent et ceux qui payent sont pas les mêmes. Faut faire très gaffe. Hein. Donc tu dois toujours réfléchir à tes propres intérêts. Quand tu vois quelqu'un qui passe à la télé, moi j'ai pas de télé, mais c'est un truc comme ça, une sorte de boîtier avec un écran, puis tu as des gens qui viennent parler. Ils viennent des fois te donner des conseils, mais réfléchis. Est-ce que ce qu'ils sont en train de te dire de faire va dans le sens de tes intérêts ou pas? Parce que pour eux, c'est gratuit de venir parler, de se faire bien voir entre eux et tout. Hein. Mais est-ce que toi,
c'est quelque chose qui est dans ton intérêt, ça c'est autre chose. C'est à toi de réfléchir. Enfin, avec cette anecdote, n'est-ce pas, je pense que je vais essayer de prendre la route. Merci d'avoir été là. J'aimerais parler plus longtemps, je sais, j'ai juste envie de parler plus longtemps, mais je pense qu'il serait bon que je m'arrête là et que je rentre chez moi. À bientôt, mes amis.